bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On va retomber en enfance, tiens ce matin, j'ai envie de vous proposer ça et je me tourne vers mes deux chroniqueurs qui ont su peut-être le plus garder leur âme d'enfant, n'est-ce pas Maël? Mais oui, peut-être que même je suis resté en enfance, on sait jamais. Vous étiez quel genre d'enfant vous, dites-moi? Bavard, insolent et pénible. Ah ouais. Ça n'a pas beaucoup changé. Ah si, ça a changé. Ça a changé quand même. Karl, Oui. est-ce que vous dissertiez sur les symboles philosophiques du contenu de la purée? Tiens, Non, peut-être. j'en avais strictement rien à secouer de la philo. Ah J'étais ouais un enfant particulièrement bébête et niais. Et après, je me suis cultivé sur le tard, heureusement. Bon, eh ben, écoutez, ça c'est sûr, on le confirme. Allez, ce matin, on évoquera les enfants dits difficiles, qui ont souvent un problème avec l'autorité. Quelles formes peuvent prendre ces troubles du comportement? Comment les comprendre, mais surtout les accompagner? Accompagner donc les jeunes enfants, mais aussi les parents lors des manifestations d'agressivité et d'opposition. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Quant à Justine, elle nous proposera des activités manuelles à faire avec nos bambins, des activités originales et puis surtout des petits moments privilégiés qu'il faut savourer. Enfin, comme chaque semaine, Billy est allée à la rencontre d'une association bretonne. Ce matin, vous découvrirez les ailes bréalaises. Elle réunit des passionnés de colombophilie à Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine. Vous l'avez deviné, on parle de pigeons, hein, on les a tous vus. Bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Quel beau plateau! Ça va être bien parce qu'il va falloir être fort, on va parler d'un sujet un peu sensible. Hein, voilà, on va tout de suite voir une petite introduction en images sur les enfants dits difficiles. J'en peux plus. Arthur fait la loi et me hurle dessus. On a fabriqué un enfant tyran, ma chérie. Notre époque a-t-elle un problème avec l'autorité ? Aujourd'hui, 85% des Français considèrent que les parents ne sont pas assez sévères. Et les psychologues voient débarquer dans leur cabinet de plus en plus de parents démunis face à leur enfant tyran. Colère terrible, refus d'autorité, menaces, chantage, violence. L'enfant tyran est prêt à tout pour exercer son pouvoir sans partage. Certains parents sont même battus. Alors comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, dans la plupart des cas, il s'agit bien de carences éducatives. Les parents qui n'osent pas affirmer leur autorité, poser des limites de peur que leur enfant ne les aime plus, créent chez lui une incapacité à supporter la frustration et au bout du compte, une insécurité. L'enfant tyran est en fait en pleine détresse. Parents, arrêtez de vous culpabiliser ou de vous dire que ça va passer. Si vous ne vous sentez pas capable, comme le conseillent les psys, de prendre de la distance et d'afficher de l'indifférence aux crises de votre petit dictateur, allez vite consulter avant que toute votre famille n'explose. Car la tyrannie infantile peut parfois être le symptôme de troubles psychiatriques qu'on qualifie de TOP. Troubles oppositionnels avec provocation. Bref, parents, non, l'amour ne résout pas tout. Ben non, peut-être pas en tout cas. On va répondre à toutes vos questions ce matin. D'abord, Monica Medja, bonjour. Vous êtes psychologue près de Rennes et le terme enfant tyran, petit dictateur, ça vous a fait bondir tout de suite. On va replacer les choses assez vite en début d'émission. Oui, effectivement. Ça m'a fait réagir parce que c'est vrai que dans mon cabinet, je vois passer pas mal de parents qui se posent des questions similaires. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que l'enfant arrive avec un cerveau très immature. Hein, et grâce au regard que l'adulte lui pose, il va commencer à construire son image de soi, sa confiance en lui-même. Et donc, si on parle d'un enfant tyran, en quelque sorte, on part déjà d'une étiquette qu'on va coller à un enfant, hein, en voyant des comportements qu'on n'arrive pas à comprendre ou à résoudre. Et donc, cet enfant, il entend qu'on parle de lui comme un tyran, et il devient un tyran pour aller dans ce sens-là. Voilà. Bon, alors une fois que ça c'est dit, on va écouter le témoignage de Violaine Pellicard. Bonjour Violaine, vous êtes la maman de 2 enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 7 ans. Vous avez suivi les ateliers de l'association Grandir avec toi, qui sont menés par celle qui est juste à côté de vous, Angelina Briand. Bienvenue à vous également. Vous êtes l'animatrice de l'association Grandir avec toi, donc. Vous êtes basée à Auray, dans le Morbihan. Peut-être que d'abord, avant de poser les choses, on va écouter votre témoignage, Violaine. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'aller dans un de ces ateliers ? Eh ben, je me sentais en incompréhension face à mes enfants qui, justement, lors des colères, etc., lorsque je leur demandais de faire des choses, ne le faisaient pas, étaient en opposition. Et je me suis dit... Je criais et ça ne me convenait absolument pas d'avoir de la violence envers eux, de la violence verbale. Et donc, j'étais en quête de solutions pour les comprendre et savoir comment m'adresser à eux pour pouvoir affirmer mon autorité. Parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas en avoir. Quoi. En quête d'outils, donc. Tout à fait. Vous aviez eu vous-même une éducation stricte ou pas ?
ni trop strict, ni trop souple. Je pense, oui, voilà. Avec forcément des choses que je voulais pas reproduire, certainement. Genre un peu de violence physique parfois, ou de la violence verbale, enfin voilà. Mais ça, j'étais sûre que je voulais pas refaire. On se battait beaucoup aussi avec mes frères. Donc voilà, c'était tous des schémas que je voulais pas reproduire. Mais j'ai aussi énormément de choses. On m'a beaucoup mis en confiance et m'aider à ce que je devienne très autonome. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif que au contraire, je cherche plutôt à reproduire. Bon. Alors justement, ces ateliers, Angelina Briand, vous les organisez autour de thèmes très concrets. Par exemple, celui que vous aviez suivi, c'était autour de quel thème? C'était parler aux enfants? Parler aux enfants pour qu'ils écoutent, les écouter pour qu'ils nous parlent. Ouais. Et alors, les personnes qui viennent justement dans ces ateliers, elles cherchent quoi? Elles cherchent des outils, elles cherchent des certitudes, elles cherchent à se rassurer. Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces personnes? Oui, vous avez raison. Les personnes qui viennent à ces ateliers, en fait, sont des parents comme nous tous, on peut l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peuvent s'interroger sur ce qu'ils souhaitent transmettre à leur enfant, sur leur vécu au quotidien, et souvent s'interrogent sur quel curseur mettre dans leur autorité. À quel moment dire non est sain et à quel moment dire non peut être un peu abusif selon eux. Et voilà, aujourd'hui, c'est un phénomène qui résulte à la fois de notre éducation et à la fois des changements qui sont en train de se vivre dans la société, où on a pu recevoir une éducation soit très autoritaire, soit parfois un peu avec beaucoup de lâcher-prise. Et les parents cherchent de nouveaux repères. On se rejoint du coup. Justement, vous rejoignez effectivement avec Monica. Oui. Vous avez été d'ailleurs formée, comme Angelina, à des ateliers, ce qu'on appelle APECOM, pour apprendre à communiquer. À communiquer de façon bienveillante. Donc vous avez une approche assez similaire de la parentalité. On anime à peu près les mêmes ateliers. Les mêmes types d'ateliers, l'une à Auray et l'autre à Cesson-Sévigny, près de Rennes. Oui. Vous les voyez tous les jours, ces parents qui cherchent comme ça où mettre le curseur finalement, où placer le curseur de l'autorité? En tout cas, les parents qui arrivent aux ateliers ou qui arrivent en consultation arrivent à la recherche de faire autrement. Parce que ce qu'ils font à la maison ne leur convient pas. Et quand on est jeune parent, bébé arrive et on découvre avec lui la parentalité et on fait un peu le bilan de ce que nous, en tant qu'enfants, on a vécu. Notre seul repère, c'est les modèles qu'on a eus des parents, ou d'accueillants, ou des personnes qui ont pris soin de nous. Et donc, à partir de ces expériences, on se dit, ça, je veux le reproduire. Dans la valise de mon enfant, je veux mettre ces expériences positives. Et dans la valise de mon enfant, je souhaite sortir ce que je n'ai pas aimé de mon père, de ma mère, de la relation avec mes frères. Donc, jamais mes enfants, ils vont se disputer comme je me suis disputée avec les miens. Donc, ça fait du mal, c'est tout à fait vrai. Donc, dans le cadre de ces ateliers, effectivement, ou des consultations, oui, ces parents sont prêts à au moins se poser des questions. Il y aura des parents qui pour eux, c'est inné, mais nous, on grandit avec nos enfants. On apprend sur le tas. Et c'est ça qui rend difficile vraiment le quotidien, parfois. C'est qu'on ne sait pas trop vers où on va. Mais parfois, on a des outils, grâce aux ateliers, grâce aux échanges. Il y a des outils qui nous aident à comprendre nos enfants. Angelina, dans vos ateliers, par exemple, vous expliquez le fonctionnement du cerveau du jeune enfant. Et c'est très intéressant, parce que ça aide justement à trouver des clés pour se comporter. Par exemple, vous disiez que vous aviez des conseils pour formuler des demandes afin d'être mieux entendu par son enfant. Vous avez un exemple à nous donner que je trouve assez parlant. Alors, expliquez-nous. Par exemple, quand on dit... Par exemple, quand l'enfant s'approche d'un placard que l'on souhaite voir rester fermé et que on pourrait avoir tendance à lui dire ne touche pas à ce placard, enlève cette main tout de suite. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Et l'enfant a tendance à entendre, le jeune enfant en tous les cas, il n'entend pas la négation, donc il entend toucher, placard. Parce que la négation est une construction, est une abstraction et c'est vraiment une gymnastique verbale et cognitive et qui se développe au fur et à mesure de la maturation du cerveau. Donc, en gros, il agit et il pense en même temps. C'est ça, agit, il pense en même temps. C'est-à-dire que le jeune enfant a une intelligence sensorimotrice comme on l'explique aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'au même moment où il pense, il agit en même temps. Donc, quand on lui dit « touche pas placard », lui, il a déjà la main qui est en train d'aller vers ce placard. Effectivement. Et là, il voit les gros yeux de l'adulte et il voit « ne touche pas ce placard ».
Et là, il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un autre mécanisme qui se met en route, c'est que à la fois, il est en train de se dire, je ne comprends, enfin, il ne se dit pas, c'est inconscient, mais il ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas, alors qu'il avait construit son image mentale de le faire. Mais il voit quand même le regard de l'adulte et là, il se met à rechercher les mécanismes aussi de comment fonctionnent les relations. Et là, il se demande, quand je fais ça, il y a les gros yeux de papa, ou quand je fais ça, maman me dit surtout ne touche à rien. Et donc là, il passe aussi en mode chercheur. Et pas chercheur dans le sens de me chercher. Et c'est là aussi, parfois on a tendance à penser que nos enfants nous cherchent. Et en fait, ils ne nous cherchent pas, ils cherchent à comprendre les fonctionnements des choses. Et c'est un très bon laborantin, on va dire, parce que finalement, il construit sa vision du monde, son expérience à travers ce filtre-là et l'expérimentation. Donc là, du coup, il va le refaire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, c'est bizarre, elle grogne. Alors, si je retouche, il se passe quoi ? Donc, il vient vérifier que c'est en plus qu'il y a bien une répétition, toujours la même, de nos réactions, pour venir vérifier que c'est bien comme ça que ça se passe. Ouais, c'est très intéressant. Je souhaite rebondir là sur ce que Angeline a dit. Effectivement, d'un point de vue cognitif, il faut savoir que l'enfant arrive au monde avec un cerveau très immature. Et que c'est les émotions... Immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore construit, c'est ça ? Qu'il n'est pas tout à fait prêt pour faire face au monde de la façon dont on arrive à le faire en tant qu'adulte. Donc, du coup, cette immaturité, d'un point de vue émotionnel, elle n'y est pas parce que les émotions sont présentes, mais il ne sait pas que les émotions s'appellent colère, tristesse, ou que les choses qu'il va faire vont générer des réactions chez les adultes. C'est l'expérimentation, c'est l'exploration qui va faire que cet enfant, il va construire des expériences, se créer une mémoire, des souvenirs. Donc, si je touche à ça, maman fait cette tête. Ou alors, si je touche à ça, papa, il ne fait pas la même tête. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Donc, cherchons à comprendre. Quand papa et maman sont ensemble, quand ils sont séparés, il y a des réponses différentes. Donc, comment je m'explique ça ? Et donc, il passe son temps à vérifier ces hypothèses. Et ces hypothèses vont développer son cerveau logique. Donc, ils vont commencer à développer des notions cognitives, comme l'anticipation, la planification, la moralité, les codes, quelles sont les règles et pourquoi, quel sens derrière ces règles. Et tout ça, oui. C'est souvent du coup une question que vous posez aux parents que vous recevez dans votre cabinet. Est-ce que vous avez envie de confier les rênes de votre maison à un cerveau immature ? Alors c'est fort comme expression, mais c'est ce que vous expliquez en fait. Quand je commence un atelier ou une consultation avec un parent, je lui dis qui est au centre de la famille pour vous ? Et en 90% de fois, le parent me dit l'enfant, bien sûr. Donc, je lui explique toute cette immaturité et je lui explique aussi que ce cerveau, il arrivera à être équipé et pendant des années, il va accumuler des expériences et il va falloir 25 ans en moins pour attendre une première maturité. On n'est plus dans l'âge là. Plomber la morale des parents. Mais c'est vraiment 25 ans d'expérience pour arriver à maîtriser des compétences cognitives qui vont nous permettre de réguler nos émotions. Et une grande partie de la problématique d'un enfant tyran, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre ses émotions, il n'arrive pas à les communiquer et il n'arrive pas à réguler tout ce qu'il a. Alors, comment faire ? J'ai envie de me tourner vers Violaine parce que du coup, elle a suivi ses ateliers. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer depuis que vous avez suivi les ateliers ? C'est un travail du quotidien, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez changé, par exemple ? Oui, dans votre façon de... Oui, parce que lors des ateliers, on apprend aussi énormément en tant que parent et on apprend ou on réapprend aussi à exprimer ses propres émotions. Et du coup, à communiquer différemment vers l'enfant. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment une co-construction. Ouais. Et c'est vrai que les émotions, j'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé les ateliers, moi, mes enfants avaient 5 et 3 ans. Et c'était vraiment compliqué ? Et oui, on était complètement dans l'opposition, là, c'était assez difficile. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec les émotions. J'ai toujours une roue des émotions chez moi où les enfants peuvent continuer à exprimer, à dire où est-ce qu'ils se situent, dans quelle émotion. On a un livre aussi, et malgré que maintenant ils sont un peu plus grands et que ils en parlent plus, on continue toujours de se servir de ces outils-là. Donc, c'est des outils qu'Angelina a pu nous donner. Et c'est beaucoup de choses aussi qu'on a partagées entre parents parce que c'était très important de voir qu'on n'était pas seuls. Au début, on a un peu...
je sais pas m'y prendre en fait. On culpabilise. On culpabilise. On n'ose pas dire, on n'ose pas forcément parler justement de ça. Voilà, on est-ce que je fais les choses bien Oui, et puis on a honte, quoi. On se dit, je suis en train de me planter. C'est fichu. Tout ce qu'on a idéalisé, en fait, c'est. Bien sûr, évidemment. Avant la naissance, on idéalise totalement. Oui. Il semblerait qu'il y ait un décalage aussi entre ce que l'on pense être bon en tant que parent de dire et de formuler pour transmettre nos valeurs, transmettre justement les bonnes compétences à nos enfants. Et puis finalement, nos paroles ne sont pas toujours aidantes. C'est toi qui avais cette formule l'autre jour et je trouvais intéressant. Plutôt que d'utiliser le « tu ne fais pas bien les choses », c'est plutôt de décrire la situation en fait. Par exemple, donnez-nous un exemple concret, c'est intéressant. Moi, la salle de bain, elle est juste à côté de ma chambre à coucher. Ils sortent de la baignoire et hop, la serviette mouillée sur le lit, etc. Bon, ça me plaît pas trop. Donc, je dis, t'as encore laissé ta serviette trempée, tu l'as pas rangée, elle mouille tout mon lit, etc. C'est voilà, dire, moi, je vois une serviette qui est mouillée sur mon lit. La serviette, elle a un emplacement, etc. Et maintenant, les enfants, ok, moi, je leur parle juste la serviette. Tout de suite, ils visualisent. Et c'est pas sous forme de reproche, en fait. Je me suis rendu compte que le fait de toujours, justement, c'est un mot que j'essaye depuis d'utiliser, toujours, souvent, etc. Le mais aussi. Des fois, en faisant une phrase, en fait, on casse la communication. Et donc là, j'essaie d'être plus factuelle, d'écrire une situation et d'écrire mon besoin. Voilà, dire, moi, ma maison, j'ai besoin qu'elle soit rangée pour m'y sentir bien et pour faciliter la vie de tout le monde. Et puis voilà, les actions viennent plus naturellement et surtout avec beaucoup moins de frustration de la part de l'enfant parce que on le vise pas lui en fait, on décrit juste une situation sur laquelle il peut agir, il devient acteur et ça les enfants ils aiment bien. Nous on a mis en place depuis la rentrée les tours pour mettre la table et en fait je me suis dit ça va être compliqué, ça va être tous les jours, il va falloir râler. Et en fait, comme on a construit la règle ensemble, on a discuté, c'est-à-dire que nous en tant que parents on a dit ok nous on veut mettre cette règle là en place. Et comment on la met ensemble en place? On les a fait participer en donnant des choix, en fait. On cadre un peu les réponses pour pas que ça parte dans tous les sens, pour garder la main. Et super. C'est mon tour aujourd'hui. Allez, j'y vais. Voilà. Les enfants acteurs, ça c'est important, Angelina, parce que, et vous aussi pour vous, Monica, vous faites des ateliers à destination des enfants également. Ah oui, alors là c'est vraiment autre chose, mais effectivement, alors avec les enfants, c'est plutôt des ateliers sur développer ses compétences relationnelles et savoir gérer les conflits entre enfants. Voilà, ça donc va parce que c'est dans la continuité. Effectivement. On peut les animer, tout à fait en classe, en centre de loisirs ou autre, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aux enfants parce qu'ils sont très, ce sont des éponges, donc ils apprennent très vite. Et finalement, de leur montrer comment, de façon factuelle, expliciter la situation, décrire ce qui se passe. Par exemple, tout à l'heure en courant, j'ai eu peur de tomber. Tu m'as poussé en courant et j'ai eu peur de tomber. J'aimerais que tu fasses attention la prochaine fois. Est-ce que tu m'as bien entendu? Et ça, souvent, ça suffit à dénouer un potentiel conflit qui aurait pu naître là. Et les écoles commencent à l'utiliser d'ailleurs aussi. On appelle ça les messages clairs. Notamment. Tout à fait. Donc, mais il existe aussi des ateliers, effectivement, pour aller un peu plus loin et affiner. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir comment les enfants s'en saisissent vite et rapidement arrivent à les utiliser. Ça peut changer très vite si on change de façon de communiquer. Complètement, parce qu'en fait, dans ce que Angelina et Violaine elles décrivent, il y a une différence, c'est que dans un rôle, on va solliciter l'obéissance, et dans ce cerveau qui est très immature, soit il va me tenir tête, il ne va pas aller dans mon sens, soit il va rester tétanisé, il va dire oui à tout, mais son jugement ne va pas se développer, soit il va faire semblant que ce n'est pas avec lui. Donc voilà. Donc là, l'enfant n'est pas acteur, il réagit à quelque chose. Donc, et on va solliciter son obéissance. Et si ce n'est pas dans le sens du parent, ça va générer du conflit. Alors que quand on nomme le comportement, l'objectif change. Mon objectif en tant qu'adulte, c'est comment j'amène cet enfant à développer une compétence qui va nous permettre de bien vivre ensemble. Et donc, on sollicite la coopération. Et si cet enfant apprend à coopérer, si on est dans une relation de respect à la maison, cet enfant, il apprend que c'est une manière d'être
et de vivre ensemble qu'il va reproduire à l'extérieur. Et donc, ça va être plus clair pour lui. Donc, c'est ça, c'est très important. Parfois, ça peut mettre un peu de pression aux parents, mais il faut quand même garder en tête que l'enfant observe pas seulement le parent, mais l'instituteur, l'enseignant, les personnes en crèche, l'assistant maternel. Il observe tous ces adultes, comment ils gèrent des situations, comment ils gèrent les émotions, comment ils s'adressent les uns aux autres, et comment ils gèrent les conflits. Et donc, il apprend à travers de ces modèles. Merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures parce que c'est un sujet vraiment absolument passionnant. Si on veut aller plus loin, il y a des sites internet. Vous concernant Monica, laviedesparents.fr et puis vous concernant vous, Angelina, grandiravectoi.fr. Voilà, je pense qu'on a tous envie de creuser un petit peu le sujet. Merci beaucoup. Maëlle, on va continuer justement à creuser le sujet avec vous, puisqu'on va parler... immature de l'émission. Merci, toujours un plaisir. C'est avec toi de faire mieux. Bon courage. Puisqu'on va parler des enfants en breton. Oui. Alors... Voilà, l'enfant tyran ou l'enfant à comportement difficile, il existe évidemment dans toutes les langues, sinon ce serait pas drôle. Alors, enfant se dit bugel en breton, ça c'est un mot qu'on va commencer à avoir compris, entendu, vu à plusieurs reprises, bugel, bugale pour le pluriel. Alors, tyran va se dire tyran, on va appuyer sur la fin. C'est pas un mot que j'emploie tous les jours, effectivement, et il vaut mieux ne pas l'employer tous les jours, d'ailleurs. Alors, on va parler évidemment d'un problème de comportement. Le comportement, en breton, se dit emzalch. Et là où c'est intéressant, c'est que ça vient du mot derel, se tenir. La façon dont on se tient en emzalch. Parce que em, c'est soi-même. Donc, c'est intéressant de rapporter ça à la posture aussi, puisqu'il y a des liens entre ce qui se passe là et comment on se tient physiquement. Donc, c'est hyper intéressant. On parle de domination. Parfois de l'enfant, mestroni. Mestre veut dire maître en breton, mestroni. Donc c'est le fait de maîtriser, de dominer. Alors là-dedans, évidemment, il y a les parents. Parents en breton se dit kerent. Et ce qu'on reproche aux parents, évidemment, c'est l'éducation, qui va se dire en breton en descadures. Deski, la racine desk, c'est apprendre. Donc en descadures, ce qui veut dire l'éducation. On va reprocher aussi aux parents de manquer d'autorité, qui va se dire en breton en autrounies, qui vient d'autrou. Autrou, c'est le maître. Mais le maître des lieux, le seigneur des lieux. On parlait le mot ferme en français vient du breton, un petit ferme, puisque c'était loué au seigneur des terres, le seigneur qu'on appelait en autrou. Est-ce qu'il y a des expressions ? Voilà. Les expressions, on dit souvent qu'on est sous la domination de Dindan Kazel, qui veut dire sous le sortilège. C'est assez drôle. Le sortilège. Dindan Kazel, une Benak, être sous la domination ou sous le joug même d'une personne, se dit être sous son sortilège, Dindan Kazel. C'est joli. Ar vugale avegredo ziduto ave hecor et vida real. Alors, souvent, les expressions ramènent des méthodes d'éducation peut-être un peu archaïque. Les enfants dont on fait les caprices sont plus odieux que les autres. Là, pour le coup, on est sur du constat. Vugale avec gredo, zit, uto, avec hecor vida real. Hecor, on entendra bien le son. Hein. Hecor, ça veut dire odieux. Voilà. Hec, c'est odieux. Hecor, c'est plus odieux. Arvugale les avet garo, aza d'obertut, pe-a-ze d'obertut. Là, on est dans les bonnes maximes. Bien comme il faut. Les enfants élevés à la dure deviennent des personnes, donc des adultes. Hein. Ça va être garo. Garo, c'est à la dure. Après, on va être plutôt dans des choses plus poétiques. Bugalegues, dur nekele, spise nekefao, béan pilet nekebrao. Mes chers enfants, l'eau n'est pas lait, les pois ne sont pas fèves, et être battu n'est pas beau. Oh, vous nous la refaites, elle est trop belle. Bugalegues, dur nekele, spise nekefao, béan pilet nekebrao. Voilà, mes pauvres enfants, mes chers enfants, l'eau n'est pas lait, les pois ne sont pas fèves, et être battu n'est pas beau. Oh, et pour terminer, celle qui va devenir presque le slogan de l'émission, parce que je l'ai faite à peu près 4 fois, celle-là, mais là, pour le coup, des fois, elle a moins de sens. Là, elle en a beaucoup. Bugale viand point new beyond, bugale vras point new bras, bugale... Les enfants, bien vu. Bugale viand point new beyond, petits-enfants, petite peine, bugale vras point new bras, grands-enfants, grande peine. Wow. Vu qu'ils mettent jusqu'à 25 ans pour être matures, je pense que ça colle bien. On n'est pas sortis de l'auberge. Bon, merci beaucoup, Maëlle. Avec plaisir. Allez, comme chaque semaine, on va retrouver Billy qui va nous faire découvrir une association bretonne. Cette fois-ci, on va aller voir celle-ci qui est basée en Ille-et-Vilaine, pas très loin de Rennes, à vol d'oiseau. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bonjour Jean-François.
Bonjour. Alors, on est venu ce matin découvrir quelque chose. Apparemment, ça se voit direct parce que là, j'ai un pigeon dans les mains de la colombophilie. C'est ça, tout à fait. Alors, toi, tu as une association. On est ici à Bréal-sur-Montfort. C'est ça. Comment elle s'appelle, ton association? C'est l'association, c'est les ailes bréalaises et environ. D'accord. Voilà, on est 17 amateurs. D'accord. Et qui font de la colombophilie, donc soit en sport, soit en élevage. Voilà. En sport ou en élevage? Donc, voilà. La colombophilie, c'est du sport. Tout à fait, et du loisir. Ok. Alors, le sport, c'est-à-dire qu'on va lâcher des pigeons. On fait quoi dans la colombophilie? Déjà, la colombophilie, c'est le pigeon, c'est inné. Le pigeon est inné pour faire des kilomètres. C'est un sport. On emmène les pigeons à un endroit précis, soit de 100 km à 1000 km. De la maison? De la maison, de leur point de lâcher. Ah oui. Et il faut qu'ils reviennent le plus vite possible. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est la course, c'est une course en fait? C'est une course, c'est à la vitesse minute. Donc tu les entraînes, comment tu fais? Voilà, on les entraîne dès leur plus jeune âge, quoi, donc quand ils sont pigeonneaux. Donc, on les entraîne aux 5 km, 10 km et après on allonge les distances et après on part sur des concours qui commencent à 100 km. Donc là, moi j'ai envie de voir, c'est-à-dire que quand tu les entraînes, tu vas les lâcher, là on va les voir Tout à partir. fait. Et il n'y a pas de risque qu'ils ne reviennent pas, quoi? Non, ils vont revenir. Alors montre-nous un peu tout ça. On va voir les pigeons. Il y en a combien à partir là de pigeons? Il y en a 36. 36 pigeons. Et là ils vont partir qu'au moment où tu leur dis de partir. Oh là, ça y est. Ouh, ah oui d'accord. Donc là, les 36 pigeons sont partis. Et le dernier qui est là. Voilà, les pigeons sont partis. Maintenant, ils vont voler autour de la maison, partir pendant une demi-heure, 1 heure. Ils vont prendre des points de repère et ils vont revenir pour manger, voilà, pour reprendre leur place dans le colombier, quoi. Alors, quand tu dis c'est un sport, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, comment ça se passe? Tout à fait, il y a une compétition, il y a des championnats. Alors moi, je comprends pas trop comment ils vont faire pour pouvoir revenir chez toi. Il y a un instinct inné? Ouais, alors c'est inné déjà chez le pigeon voyageur. D'accord. C'est par rapport au magnétisme de la Terre déjà. Ah bon? Oui, magnétisme de la Terre, le soleil. Après, ils disent qu'il y a l'odorat aussi et le visuel. Ok. Vu qu'il est né là, lui, ce sera sa maison toute sa vie entière? Voilà. Ou alors, parce que tu dis, je l'ai acheté en Belgique. Lui, du coup, il va retourner en Belgique? Quand il est petit, il peut, on appelle ça, on les adduit. Donc, il reste quand même à la maison, mais ça arrive que du coup, il retourne. Mais voilà, on essaye de le faire au mieux, quoi. Et on essaye de les adduire, quoi. Les adduire? Voilà, c'est ça. Je connaissais pas le mot. Ouais. Donc, adduire, ça veut dire l'habituer à revenir à la maison, chez toi, sa nouvelle maison, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des petites techniques, Jean-François, qu'il faut qu'on connaisse pour savoir comment faire? Alors, pour les entraîner, déjà, on les entraîne chez nous. Mais après, pour les concours, pour qu'ils rentrent le plus vite des concours, on a des petites techniques, on va dire. Soit la motivation avec des jeunes pigeonneaux qui sont au nid déjà. Donc, on laisse le petit pigeonneau au nid. Et ça va donner l'envie de revenir? Voilà, parce qu'ils ont laissé le bébé, entre guillemets, le pigeonneau, dans le nid, donc il va rentrer beaucoup plus vite. Autrement, il y a le veuvage, on appelle ça le veuvage, c'est-à-dire que la femelle est séparée du mâle. Et juste avant le concours, soit on montre la femelle, et le mâle part directement tout seul au concours, et il sait qu'il a la femelle qui l'attend dans son casier. Alors j'avais une autre question, parce que pour moi, il n'y a rien de plus facile de reconnaître d'un pigeon que d'un autre pigeon, ils se ressemblent tous. Comment vous faites pour savoir à quel temps précisément il est arrivé de ce concours-là? Alors, chaque pigeon a une petite bague électronique à la patte, et quand il arrive dans le concours, il passe sur une petite planche. Ah oui, d'accord, comme un coureur, quoi. Voilà, c'est ça, qui passe, et on sait à quelle heure il est arrivé, et le numéro du pigeon qui est sur cette bague électronique qui est marqué, quoi. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc du coup, le temps est automatiquement enregistré et puis, comme ça, tu peux savoir le temps qu'il a mis. Eh ben écoute, regarde, on va revenir peut-être tout à l'heure sur les pigeons. Pas de souci. On les a vus partir s'envoler et donc là, ils vont revenir, on ne sait pas trop quand, en final, si? Dans 3 quarts d'heure, 1 heure, ça dépend. Bon, nous, on les verra pas revenir, ces petits bébés. Eh ben merci beaucoup, Jean-François. Je t'en prie. On a découvert ta passion, la colombophilie. Voilà, et ben voilà, c'est mignon. C'est chouette. Moi, je croyais que la colombophilie, c'était les gens qui adoraient Colombo, qui avaient tous les épisodes en vidéo. Mais non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Vous avez dit que vous étiez comment déjà dans l'enfance? Ah oui, d'accord. Niais et bébête. Ouais, c'est ça. Bon, ça a bien changé quand même. Aujourd'hui, il semble que la philosophie ait commencé à s'intéresser très tôt, Karl, aux enfants. Tyran, on n'aime pas le mot, mais bon, puisque Platon lui-même en parle ouvertement. Oui, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que Platon parle dans ces termes des enfants tyrans. Alors Platon, pour le présenter rapidement, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, surtout un grand inventeur, Platon, puisque c'est l'auteur du tout premier système philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'un système philosophique? C'est un ensemble d'idées, de concepts, de façons de faire, de façons de penser, et toutes ces idées-là sont cohérentes entre elles et vont former une explication globale du monde et de l'homme. Et Platon, dans un de ses livres majeurs qui s'appelle
s'appelle La République, où il parle beaucoup évidemment de politique, mais aussi de morale, eh bien Platon va parler des enfants, et voilà comment il en parle, voilà quels sont ses propres termes. Vous allez voir, c'est assez édifiant vu le thème de l'émission. De philosophe et c'est parti. Hop, absolument. Les mots de Platon sont les suivants. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Il était presque pas aigri, le père Platon. C'est vraiment un point de vue assez réac sur le monde. Et pour lui, c'est évident que c'est les enfants tyrans, ce sont les enfants tyrans qui sont à l'origine de la tyrannie qui peut exister dans nos sociétés, tout simplement. Carrément, comme ça. D'accord. Alors pour Platon, du coup, est-ce qu'il a des solutions quand même? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette tyrannie générale s'installe à cause des enfants? Eh bien, Platon, il faut savoir qu'il a une théorie qui va naître à peu près au milieu de sa vie. Platon va vouloir fonder une société idéale, une cité idéale. Sans enfants, donc? On va voir qu'effectivement, les enfants sont traités un peu comme des poulets de batterie chez lui. Platon a ce projet de cité idéale parce qu'il a un peu tâté de la politique dans sa jeunesse. Il a été conseiller du monarque Denis de Syracuse. Il a passé quelques années à conseiller ce monarque-là, et donc il revient en Grèce avec des idées sur la politique en disant « Moi, je vais fonder une cité, une société idéale où tout se passera bien, où tout le monde sera à sa place, et surtout où, petit malin qu'il est, c'est le philosophe qui est le roi. » Pourquoi? Parce que le philosophe connaît tellement de choses, surtout politique, morale, etc., qu'il faut absolument que le philosophe soit le roi de cette cité idéale. Alors, Platon préconise pour le bon élevage des enfants que ces enfants ne soient surtout pas élevés par leurs propres parents. Pourquoi? Parce qu'on est sur un manque d'objectivité. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand un de vos enfants revient avec sa photo de classe, vous regardez la photo de classe et vous trouvez tous les gamins moches sur la photo. Il n'y a que le vôtre qui est super joli. Les autres, dis donc, ils sont pas terribles dans ta classe. Il y a vraiment toi qui es beau. Ça, c'est assez étonnant. Et même si votre gamin sur la photo est mal coiffé, qu'il louche, qu'il est flou, etc. Oui, mais c'est parce qu'il est tellement original, mon enfant. Il s'est un peu décoiffé les cheveux parce qu'il est tellement drôle, tellement formidable. Bref, quand votre enfant fait n'importe quoi, ça reste le plus beau, le plus mignon, le plus intelligent, le plus touchant et tout ça. Donc Platon veut absolument éviter cette subjectivité, cette sentimentalité hors de propos des parents. Donc il va avoir des solutions pour ça. Alors qu'est-ce que ça va être ces solutions? On va pas abandonner les enfants à la naissance quand même. Eh ben, pas loin, puisque pour Platon, alors on ne sait pas pourquoi, c'est une obsession chez lui, dans son rêve de cité idéale, Platon préconise que la cité fasse 5040 habitants en tout. On ne sait pas d'où il a tiré ce chiffre, mais pour lui, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5040 habitants, 5040 citoyens dans sa cité idéale. Donc comment faire pour contrôler les naissances et faire qu'il n'y ait pas trop de monde dans la cité, puisque les parents font des enfants et qu'à l'époque les contraceptifs sont pas du tout efficaces? Eh bien, pour se débarrasser des bébés surnuméraires, on monte dans la colline la plus proche et avec le petit bébé dans les bras, et hop là, ni vu ni connu, on le lâche du haut de la colline. Alors on est vraiment quand même dans le totalitarisme le plus terrible. Et les enfants ensuite, après leur naissance, ils vont être séparés de leurs parents puisque les enfants ne sont pas assez objectifs, et ils vont être élevés un peu comme des poulets de batterie. Et surtout, les enfants, c'est ça qui est étonnant chez Platon, doivent remplir un rôle précis dans la cité. Dans la cité de Platon, il y a 3 rôles: les dirigeants, les guerriers, ceux qui doivent défendre la cité, et puis les producteurs, c'est-à-dire les paysans, les artisans, etc., qui vont fournir les biens et les vivres pour tout le monde. Et donc il faut, selon les besoins de la cité, inciter les enfants à faire tel ou tel métier. Donc un enfant qui est prévu pour être guerrier plus tard, on va l'isoler et lui donner un entraînement militaire. L'enfant qui est préparé pour être plus tard un dirigeant, on va lui donner des livres et l'inciter à lire et à être un philosophe. Et puis l'enfant qui veut être boulanger, par exemple, on va l'inciter à tripoter des belles miches. Et là, ce plateau étant quasiment exclusivement féminin, cette blague sexiste et nullarde retombe un peu à plat, et vous pourrez me frapper après l'émission, mesdames. Toi, t'aimes bien? Bravo, pas mal. Justine aime bien. Ça va bien avec la philosophie de Platon, puisqu'en citoyen, il n'y voyait que des hommes, évidemment. Bien sûr, dans la cité, ce ne sont que des hommes qui dirigent. Pas d'affect, pas d'émotion. Non, bienvenue dans la dictature de Platon. On est complètement dans la bonne lignée. Je suis platonicien. Donc c'est une cité idéale, effectivement, pour Platon. C'est surtout une cité qui est totalement totalitaire. Donc entre des enfants tyrans et une cité totalement totalitaire, je pense que la solution est quand même entre les deux. Mais Platon, il va quand même un tout petit peu fort. Voire très loin, on est d'accord. Merci. C'était sympa. C'est de voir les choses. Ça devait être sympa de vivre autant de Platon. Il n'est pas plutôt sympa. Il mieux être un homme et philosophe, quoi. C'est pas le seul à avoir ce genre de propos parmi les philosophes, puisque on voit que plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les discours pouvaient être justement... Si on est dirigé par des enfants qui n'écoutent pas les adultes, capricieux, etc. L'humanité est conduite à sa perte. Et
parfois j'introduis les conférences parents d'ados en nommant certaines citations comme ça, en nous disant, vous voyez, depuis le temps qu'on dit que les enfants sont tyrans, il serait peut-être temps de se poser la question d'où vient le problème. Et c'est pas les enfants, à mon avis. Oui, raconter des horreurs sur les adolescents, ils sont voleurs, de la même stupides. façon. Mais c'est la façon dont on les porte et dont on les regarde et dont on en parle, effectivement. Et eux étaient les enfants d'hier. Voilà. Tout à fait. Platon ne devait pas avoir beaucoup de gamins. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression. D'ailleurs, on n'espère pas pour eux. Ouais, c'est sûr. Allez, on reste dans le domaine de l'enfance, mais cette fois-ci sous l'angle thérapeutique. Comment les petits malades font-ils pour mieux vivre leur séjour à l'hôpital ? Eh bien, l'hôpital de Saint-Brieuc a eu une belle idée, un mini-golf dans le jardin du service pédiatrie. Une belle initiative que nous font découvrir Séverine Breton et Thierry Bouilly. Le golf consiste à mettre une petite balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 km de tour et à frapper la petite, pas la grande, disait Churchill. Jackie Lucas a décidé de prolonger la citation. Il a construit un mini-golf dans le jardin du service de pédiatrie de Saint-Brieuc. Pour lui, le golf sert à donner du bonheur aux enfants hospitalisés. Je trouve ça vraiment super parce que déjà ça nous permet de prendre l'air, de profiter du jardin, surtout que le jardin il est vraiment super joli, voilà. Et puis ça permet d'oublier un petit peu qu'on est à l'hôpital. Moi je sais que quand je joue au golf, je pense pas que je suis à l'hôpital, je me sens un peu comme en extérieur, voilà. Donc ça fait du bien de pouvoir s'aérer un peu l'esprit. Et puis en plus j'aime ça le mini-golf, donc je trouve ça super, on a beaucoup de chance d'avoir ça. Pendant des mois, Jackie a cherché des partenaires pour rassembler les 25 000 € nécessaires à l'achat du mini-golf. Puis il a terrassé, creusé et installé tout le parcours. Le mini-golf n'est ni très physique ni très technique, parfaitement adapté aux petits malades. On revient ici ? Le temps d'une partie, ils quittent leur chambre, respirent le grand air et oublient tout. Moi, je suis contente quand je joue au mini-golf. J'ai juste envie de gagner. Je pense à rien d'autre. Après, je suis contente quand j'ai gagné. Je suis fière de moi et ça a fait ma journée. Vous vous rendez compte, le mental, elle ne pense plus à leur maladie. Hein. Vous avez vu ? Là, elle ne pense qu'au golf, de progresser, de venir jouer. Moi, je les trouve dans les couloirs, elles viennent me faire une bise. Donc, on discute golf. Et moi, j'essaye de les motiver aussi en disant les filles, c'est bien, mais j'espère que vous allez vous battre aussi pour votre maladie, parce que là, il va falloir vous soigner, parce que je pourrais peut-être vous emmener au golf après. Chaque fois que la petite balle se fraye un chemin vers le trou, cela fait du bien aux petits et aux plus grands. Ça permet aussi de ne plus, pour les personnes qui viennent visiter, ne plus voir leurs proches dans une situation de malade pure et de les voir dans une situation un peu plus ludique. Là, de la voir jouer, qu'en fait, elle n'est pas là tout le temps avec des médicaments, de la voir avec d'autres personnes, c'est plus facile pour elle et c'est plus facile pour nous en tant que parents. Le putter aide aussi à supporter les douleurs et la maladie qui paraissent souvent aussi longues qu'un parcours rempli d'obstacles et de butées infranchissables. Puis ça permet aux enfants de repartir de l'hôpital avec un autre souvenir que, par exemple, les prises de sang, les perfusions, voilà. C'est important parce qu'il peut être amené à revenir et ça peut être aussi quelque chose qui peut aider aussi à supporter plus facilement une maladie, quelquefois qui peut être très longue. Évidemment, le mini-golf de l'hôpital ne soigne pas, mais il aide vraiment à aller mieux. Une magnifique initiative à l'hôpital de Saint-Brieuc. On va maintenant parler d'activités pour les enfants. Alors quand c'est pas le mini-golf, ça peut être autre chose, Justine. Exactement. Vous avez des idées alors par exemple un petit atelier coquetterie. Exactement, tout à fait. Oui, parce qu'on sait que les enfants adorent imiter les grands. Alors pourquoi pas leur proposer des ateliers à faire justement ensemble pour se permettre de se concentrer et puis de vraiment vivre un joli moment. Et là par exemple j'avais envie de vous proposer de créer des salles de bain alors colorées. C'est sympa, c'est original, c'est ludique, c'est très facile à faire. Ça prend 10 minutes. Vous avez du gros sel, un petit colorant, alors soit alimentaire, soit
voilà, un colorant que vous trouvez. Ouais, c'est assez joli. Vous pouvez rajouter, même si les enfants sont assez grands, une petite pointe d'huile essentielle dedans pour que ça sente bon. Et puis ça aide, ça facilite l'enfant à aller aussi prendre son bain, de mettre ses petits sels de bain dedans, de touiller, de voir justement la couleur que ça prend. C'est des petites choses faciles à faire et qui sont sympas, je trouve. C'est une bonne astuce pour ceux qui ne veulent pas aller se laver. Hein. Ça, c'est exactement ce que vous donnez dans les ateliers. Je vous mettrai la petite recette sur le Facebook de l'émission, justement. Super. Voilà. Alors, peut-être une autre petite idée ? Oui, justement aussi. Alors ça peut peut-être être un peu plus destiné aux filles, mais quoique mon petit garçon, des fois, il aime bien faire ça aussi. C'est tout ce qui est des petits ongles, en fait, faire le vernis. Donc j'en ai trouvé en fait pour les enfants. Donc c'est 100% safe. C'est à base d'eau. C'est très des jolies couleurs acidulées. Et puis voilà, vous pouvez vous en mettre. Ça demande un peu de concentration et voilà, vous faites avec votre enfant et c'est chouette. Une petite French. Alors petite French, ça c'est compliqué. Ah bon, une petite sauce à vernis, c'est simple. Il y a du niveau sur la French. Ça se voit que tu sais pas. Pour le coup. Quand on sait pas, on dit pas. Exactement. Non mais je précise parce que c'est la marque Nailmatic qui vous propose ça et c'est garanti sans phtalate, sans formaldéhyde, donc c'est pas forcément facile à dire, mais j'ai réussi, sans toluène et sans parfum et c'est dermatologiquement testé. Alors important. si on veut être créatif. Oui, parce que ça se fait de plus en plus. Vous avez des ateliers couture, alors que vous pouvez faire avec, bien évidemment, votre bambin. Vous choisissez ce que vous avez envie de réaliser. Donc, ça peut être un sac, une petite robe. Alors, ça nécessite plusieurs séances. Donc, il faut savoir que ça prend plus de temps. Mais c'est des choses sympas que l'on propose de plus en plus. Donc, il faut se renseigner, justement, dans les magasins de couture, dans les ateliers de retouche. C'est sympa à faire. Des bijoux aussi. Oui, les bijoux. Et ça se fait justement en une après-midi. Vous pouvez faire des colliers, des boucles d'oreilles ou des bracelets. Et puis, voilà, autour d'un petit thé, chacun fait son petit bracelet. Et après, vous le portez, donc c'est sympa. Vraiment. On peut aussi enfiler des bottes. Alors oui, alors c'est plus actuel. Oui, mais c'est cueillette. Un atelier cueillette, des bottes, un ciré, un beau grand pull et on va aussi, alors là c'est pour le coup, je le connais parce que je l'ai fait aussi, c'est à la cueillette de Torigny, c'est local, c'est de saison, on incite les enfants justement à consommer tout ça, des produits qui sortent, voilà, qui arrivent, qu'on a pris de l'arbre ou cueillis directement en terre et vous pouvez en plus leur proposer de faire des petits ateliers à thème. Donc là par exemple pour Halloween, et vous allez avoir des ateliers où vous allez creuser votre courge pour mettre une petite bougie à l'intérieur et la mettre au pas de la porte. Et ça se passe à Torigny-Fouillard, près de Rennes. Exactement, voilà. Ouais, c'est super sympa. Je vais le faire alors justement cet atelier. Donc je vous dirai je vous dirai tout ça. Super, merci beaucoup Justine. C'est fini, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à 10h45. On s'intéressera au harcèlement scolaire. Vous voyez, on va rester dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne sur les métiers atypiques. Sylvaine Salut a rencontré un dentiste et un ostéopathe équin. Eh bien oui, ça existe. À midi, vous retrouverez votre journal régional. Alors, on vous souhaite une excellente journée sur France 3 à Bretagne. Et bon week-end. Kenavo.